L'histoire commence sur une petite base militaire à Arlington, où les Marines américains mènent une vie régulière, marquée par la discipline et la rigueur. Sous les strictes hiérarchies militaires, l'ordre et le silence règnent, mais derrière ces murs de béton, une affaire sinistre se cache, prête à éclater dans un tourbillon de secrets et de mensonges. Amanda Snell, une jeune recrue fraîchement arrivée à la base, était pleine de promesses. Avec son enthousiasme et sa détermination, elle s'était rapidement intégrée parmi les siens. Mais un matin de printemps, son corps sans vie est retrouvé dans une zone reculée de la base, caché derrière des rangées d'arbres. Ce qui semblait être un accident tragique, un simple incident en terrain difficile, s'est rapidement transformé en une scène de crime choquante. Des marques sur le corps d'Amanda, une étrange position du cadavre et l'absence de toute preuve tangible sur la scène, alimentent les soupçons. Les autorités militaires, perplexes et sous pression, lancent une enquête. Mais les pistes sont maigres. Les témoins se font rares, et certains semblent même dissuadés de parler. L'atmosphère dans la base devient de plus en plus tendue. Les anciens camarades d'Amanda, d'abord unis dans le chagrin, commencent à se disputer sous le poids de l'incertitude. Ceux qui étaient proches d'elle se murent dans le silence, de peur de devenir des cibles. Malgré l'intensification de l'enquête, les résultats sont décevants. Les indices sont rares, et les accusations de négligence touchent de plus en plus les responsables de la base, mais rien de concret ne se dégage. Le cas est classé, et le nom d'Amanda disparaît lentement dans les registres des disparitions non résolues. Les familles endeuillées cherchent des réponses, mais les portes restent fermées. Le souvenir d'Amanda, une victime oubliée dans un univers militaire impitoyable, semble se dissiper dans l'air froid de la base. Puis, quelques mois après la disparition d'Amanda, une nouvelle tragédie frappe la petite ville d'Arlington. Cette fois, l'horreur se manifeste sous une forme encore plus cruelle. Deux jeunes femmes, toutes deux anciennes camarades d'Amanda, disparaissent dans la nuit. L'un des témoins les aurait vues monter dans un véhicule argenté, une camionnette discrète et moderne, en apparence anodine mais effrayante de par son absence de marque. Le mode opératoire ressemble étrangement à celui de l'affaire Amanda. Les deux victimes sont ligotées et bâillonnées, emportées dans l'inconnu. L'intensité du choc se fait sentir dans toute la ville, comme si la communauté elle-même était emportée par un vent de terreur. Mais cette fois, la chance est de leur côté. L'une des femmes, une jeune étudiante en biologie nommée Lisa, parvient à se défaire de ses liens après des heures d'agonie. Blessée, mais vivante, elle réussit à s'échapper de l'emprise de ses ravisseurs. Lisa, affolée et couverte de sang, erre dans les rues pendant plusieurs heures avant d'être retrouvée par un passant qui alerte la police. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais ses blessures sont profondes, et son esprit fragile. Le choc est tel qu'elle reste muette pendant plusieurs jours. Cependant, au fur et à mesure qu'elle commence à se rétablir, elle livre des informations cruciales, mais fragmentées. Ses souvenirs sont flous, presque comme si une partie d'elle-même avait disparu dans l'obscurité de ce qu'elle a vécu. Lors de son hospitalisation, la victime survivante, toujours dans un état de choc profond, lutte pour se remémorer les événements terrifiants qui se sont déroulés la nuit de l'enlèvement. Les médecins et les psychologues tentent de la rassurer, mais son esprit reste pris dans le tourbillon de l'angoisse et de la douleur. Malgré les blessures physiques graves, c'est son traumatisme psychologique qui la submerge. Elle parle à peine, ses mots sont disjoints, mais à chaque mot prononcé, les enquêteurs pressentent qu'elle détient une information cruciale. Après plusieurs jours, sa mémoire commence à se libérer, et elle parvient à donner aux policiers une description étonnamment précise de son agresseur. Il était petit, pas plus d'1,60 m, d'origine latino-américaine, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Il avait des cheveux bruns, coupés courts, et des yeux froids. Ça me fixait comme si j'étais déjà morte. Elle se souvient également du véhicule, un SUV argenté, qui s'était arrêté près de l'une des sorties du métro avant de la forcer à monter à bord. Le moteur faisait un bruit étrange, comme s'il avait été modifié, ajoute-t-elle, frissonnant à l'évocation du souvenir. Ces éléments semblent être la clé pour les enquêteurs. Le regard glacial de l'agresseur, l'apparente normalité du SUV, et surtout le détail du bruit du moteur, sont des indices qui ne laissent pas de place au doute. Il s'agit peut-être du même homme qui a été impliqué dans la mort d'Amanda Snell. Le fait qu'il conduise un véhicule aussi distinctif pourrait bien être la première vraie piste pour l'enquête.
Les policiers, déterminés à faire avancer l'affaire, se lancent dans une investigation minutieuse. Ils scrutent les bases de données locales. Après quelques heures de recherche, ils découvrent un lien surprenant. Le SUV argenté appartient à un certain Rory Torres, un homme discret et solitaire. Le nom ne leur dit rien, mais les recherches révèlent que Torres réside dans un immeuble situé juste à côté de la base militaire voisine, un complexe qui abrite de nombreux militaires. Bien qu'il n'ait jusqu'alors été impliqué dans aucun crime majeur, son nom apparaît dans quelques rapports de surveillance pour de légers délits, mais rien qui ne puisse alerter particulièrement les autorités. Cependant, avec les récentes découvertes, il devient un suspect privilégié. Les agents du NCIS, déjà préoccupés par les similitudes frappantes entre les deux affaires, sont immédiatement alertés. Ils décident de lancer une opération discrète et de suivre Torres de plus près. Ils déploient une équipe de surveillance autour de son appartement et commencent à l'observer de manière régulière. Les premiers jours, rien de suspect n'apparaît. Torres semble mener une vie ordinaire, à l'écart des regards, mais les policiers savent que les criminels les plus dangereux sont souvent les plus discrets. Puis, un jour, l'attention des enquêteurs se fixe sur un détail crucial, ils aperçoivent Torres se dirigeant vers son SUV, une arme de poing en main. Le geste est précis, presque trop calculé. La scène est suffisamment compromettante pour qu'ils ne prennent aucun risque. L'heure est venue d'agir. L'opération est lancée dans la nuit, sous la couverture des ombres. Les agents du NCIS, en coordination avec les forces locales, s'approchent furtivement de l'immeuble. L'un d'eux, équipé de caméras cachées, capte les moindres mouvements de Torres. L'adrénaline monte à mesure que l'on se rapproche du suspect. Ils savent qu'ils doivent intervenir avant que l'homme ne disparaisse à nouveau dans l'ombre. En approchant du véhicule, les enquêteurs repèrent des traces d'une lutte récente à l'intérieur du SUV. L'arme, un pistolet semi-automatique, repose sur le siège passager, à portée de main, et des gants tachés de ce qui semble être du sang sont jetés dans l'habitacle. Les indices sont accablants, mais les policiers doivent confirmer leur hypothèse en interpellant Torres avant qu'il n'ait le temps de s'échapper. Le groupe d'intervention se place en position. L'un des agents, dissimulé derrière une voiture garée, aperçoit Torres à quelques mètres, encore en train de manipuler l'arme. Le signal est donné, maintenant. Il l'attrape sans résistance, l'air impassible, comme si l'interpellation ne faisait que prolonger une routine qu'il avait déjà anticipée. Rory Torres ne montre aucune émotion alors qu'il est menotté et conduit vers la voiture de patrouille. Pourtant, dans l'atmosphère tendue, chaque geste, chaque mouvement compte, et les enquêteurs savent que le moment est décisif. Ils ont de la chance, mais la chance, dans ce genre d'affaires, ne suffit jamais. Lorsqu'ils inspectent son véhicule, une première surprise les attend. Sur la banquette arrière, ils découvrent une boucle d'oreille, une petite boucle d'argent, étincelant légèrement dans l'obscurité du véhicule. L'un des enquêteurs la prend entre ses doigts, frémissant à l'idée qu'elle pourrait bien appartenir à l'une des victimes. Il se tourne vers son collègue, l'index pointé sur le bijou, et un frisson court sur l'ensemble de l'équipe. L'élément est troublant, et l'hypothèse qu'il soit l'agresseur devient de plus en plus probable. Mais ce n'est pas tout. En fouillant dans le coffre, les policiers tombent sur un morceau de tissu ensanglanté, froissé et en partie dissimulé sous une couverture. Le sang est frais, et l'on peut distinguer des traces de ce qui semble être une écharpe. Ils savent que cela pourrait être un des accessoires utilisés lors de l'agression, voire pendant l'enlèvement des victimes. L'imaginaire des enquêteurs se met en marche, cherchant à lier ces éléments à des scènes précises de violence qui se sont déjà produites dans le passé. Pourtant, le lien direct entre Torres et la mort d'Amanda Snell, à ce moment précis, reste flou. Rien ne prouve formellement qu'il l'ait tuée. Il n'y a pas de témoignages, pas de traces physiques indiscutables, rien qui puisse l'enfermer définitivement dans cette culpabilité. Les enquêteurs fouillent les moindres recoins du véhicule et continuent à accumuler des preuves indirectes, mais quelque chose les tourmente. Ils le savent, Torres est un homme intelligent. Il est probable qu'il ait prévu chaque étape de l'enlèvement, qu'il ait caché les éléments de manière à minimiser les risques de liaison directe avec ces crimes. Pourtant, il est là, sous leurs yeux, sans la moindre résistance. Les choses prennent une autre tournure lorsqu'ils fouillent son appartement. L'atmosphère dans l'immeuble est étrange, presque étouffante. L'appartement de Torres, bien coordonné et sobre,
dégage une sensation de froideur, comme si l'intérieur de ce lieu lui-même reflétait l'âme du suspect. Rien ne laisse supposer une quelconque activité criminelle. Les pièces sont vides, à l'exception de quelques meubles modernes, sans personnalité. Tout semble avoir été soigneusement placé, presque trop soigneusement. Mais lorsqu'ils allument l'ordinateur de Torz, l'horreur se fait plus nette. Sur l'écran, une multitude de fichiers vidéo est ouverte. Des vidéos représentant des fantasmes de domination et de violence, des scènes d'agression où des femmes sont maltraitées, étranglées, violées. Les mots qui surgissent fréquemment dans les métadonnées des fichiers, strangulation, viol, soumission, font froid dans le dos. L'enquête se fait de plus en plus angoissante, mais aussi plus révélatrice. Ce n'est pas simplement un criminel opportuniste ou impulsif. Torz semble avoir un besoin presque obsessionnel de contrôler et d'humilier, de manière systématique et préméditée. L'analyse des preuves récoltées dans l'appartement met également en lumière un détail qui semble anodin au premier abord, une paire de Nike Air Force One, taille 42. Lorsqu'un enquêteur, toujours prudent, compare la taille des chaussures avec les empreintes relevées sur la scène du meurtre d'Amanda, le choc est instantané. Les marques laissées dans le sable près de son corps correspondent parfaitement à la taille et au modèle de ses chaussures. Un lien irréfutable. L'élément décisif. L'hypothèse de l'implication de Torz dans le meurtre d'Amanda prend une forme plus concrète. Les agents du NCIS prennent alors une décision cruciale, il est temps de collecter l'ADN de Torz. Bien que l'homme soit déjà sous surveillance et que des preuves indirectes lient son véhicule et son appartement au crime, la confirmation scientifique de son implication est essentielle. L'équipe se prépare donc à effectuer ce prélèvement de manière discrète mais déterminée. Le processus est simple mais décisif, un simple coton-tige prélevé à l'intérieur de sa bouche pourrait changer le cours de l'enquête. L'ADN de Torz est récupéré, et les enquêteurs attendent anxieusement les résultats. Quelques jours plus tard, l'analyse comparée des échantillons est terminée. Le laboratoire rend son verdict. La vérité est accablante. L'ADN de Torz correspond parfaitement à celui retrouvé sur le corps d'Amanda Snell, et également sur la victime du dernier enlèvement. La confirmation que Torz est non seulement lié à la mort d'Amanda mais aussi à l'agression de la nouvelle victime d'enlèvement est un coup de tonnerre pour l'équipe du NCIS. Cela suffit à le placer fermement sous accusation pour ces crimes spécifiques, et l'enquête entre dans une nouvelle phase. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un élément imprévu et crucial fait surface dans les jours qui suivent. Grâce à un informateur incarcéré, ancien complice de Torz, les enquêteurs obtiennent un accès à des informations jusqu'alors inconnues. Ce dernier, bien qu'étant un criminel lui-même, avait appris à connaître Torz pendant leur séjour en prison. Il savait que ce dernier était un homme qui se croyait invincible. Lors de conversations privées, Torz, dans un moment de vantardise, commence à se laisser aller. Il parle librement de ses crimes, comme s'il pensait que personne ne pouvait l'arrêter. Il est sûr de sa supériorité, de son intelligence, et il croit que ses secrets sont bien gardés. Il décrit, sans l'ombre d'un doute, des détails intimes et macabres des meurtres et des enlèvements. Il parle de l'agonie d'Amanda Snell avant qu'elle ne meure. Il mentionne comment il l'avait traînée sur plusieurs mètres avant de l'étrangler, un détail que personne ne connaissait jusqu'alors à l'enquête. Il se vante également des « petites marques » laissées sur son corps, des traces qui avaient été occultées dans les premières analyses, mais qui auraient permis d'identifier un type de corde utilisé, quelque chose que seul l'assassin pourrait savoir. Torz, apparemment, n'a pas conscience qu'il est en train de se condamner. L'informateur, pensant probablement que cette confession n'est qu'un simple jeu pour Torz, transmet ces informations aux enquêteurs du NCIS. Dès qu'ils les reçoivent, les responsables de l'enquête les comparent immédiatement au dossier et au rapport précédent. L'accord parfait entre ces nouveaux détails et les preuves déjà recueillies sur les scènes de crime, notamment la traînée de sang et les marques de strangulation, est la confirmation ultime que Torz est bel et bien le meurtrier et l'agresseur des victimes. Ce témoignage, combiné aux preuves ADN, marque la fin de la longue traque. La dernière pièce du puzzle est en place. Torz, qui pensait avoir échappé à la justice grâce à son intelligence et son calme, est désormais pris dans un piège dont il ne peut plus se sortir. Les policiers, au fil de cette révélation, comprennent qu'il est devenu un prédateur méthodique, un homme qui avait su manipuler les failles du système, mais qui n'avait pas anticipé que l'enquête finirait par le rattraper à son propre jeu.
Torres est formellement inculpé pour le meurtre d'Amanda Snell et l'agression de la jeune femme qui a survécu à son enlèvement. Mais à peine la poussière des premières accusations est-elle retombée qu'un événement inattendu vient bouleverser le cours de l'affaire. Alors qu'il croupit en prison, sous haute surveillance et isolé des autres détenus, Torres n'a pas encore mesuré l'ampleur de l'enquête qui continue de se déployer autour de lui. 2 détectives venus de Zéyon, une petite ville d'Illinois, font irruption dans le tableau. Ces policiers, spécialisés dans les affaires non résolues, apportent avec eux des preuves accablantes qui relient Torres à des meurtres qu'il pensait avoir laissés derrière lui, dans les ténèbres du passé. Il s'avère que l'ADN de Torres, déjà retrouvé sur les victimes récentes, correspond également à celui retrouvé sur 2 petites filles assassinées plusieurs années plus tôt. Les enquêteurs, après des mois de recherche et de croisement de données, parviennent à établir le lien scientifique. Les petites Laura Hobb, âgée de 8 ans, et Crystal Tobias, âgée de 9 ans, avaient été retrouvées mortes, le jour de la fête des mères en 2005. Elles avaient été tuées dans des circonstances horribles, leurs corps retrouvés dans une zone isolée, couverte de marques de strangulation et de violences physiques indicibles. Leur meurtre avait longtemps été attribué à Jerry Hobb, le père de Laura, un homme désemparé et alcoolique, dont le comportement perturbé avait rapidement fait de lui le principal suspect. Après sa propre arrestation et sa condamnation, la ville de Zéyon avait cru que l'affaire était close. Mais les récentes découvertes d'ADN, un fil ténu que les détectives de Zéyon ont réussi à tirer, révèlent la terrible vérité, ce n'était pas Jerry Hobb qui avait tué sa fille et Crystal, mais bien Rory Torres. Ce n'était pas un crime familial ni une malheureuse affaire de vengeance, mais un acte de violence pure, une pulsion de contrôle et de domination exercée sur de jeunes vies innocentes. Cette révélation stupéfiante secoue la communauté de Zéyon, qui se sent trahie, mais aussi soulagée, même si l'on ne peut oublier l'atrocité des meurtres. L'impact de cette découverte est immédiat. Torres, déjà accusé de plusieurs crimes récents, se retrouve au centre d'une nouvelle enquête. Les témoins, les preuves matérielles et l'ADN ne laissent désormais plus aucun doute. Mais c'est le tableau des victimes innocentes qui marque le plus, des petites filles dont les vies ont été brutalement arrachées, dont les rêves ont été écrasés dans la violence insensée d'un psychopathe qui a su manipuler le système, qui a su se fondre dans la normalité pour mieux commettre l'indicible. Lorsque le procès de Torres commence, il est rapide et sans grande surprise. L'homme qui avait été si méthodique et intelligent dans ses crimes se trouve maintenant face à la vérité. Les familles des victimes, tant d'Amanda que des petites filles, suivent le déroulement du procès, marqué par la douleur et l'espoir. L'horreur qu'elles ont vécue au fil des ans se transforme peu à peu en une quête de justice. Les témoignages des proches des victimes, brisés mais résolus, dépeignent un portrait de douleur, mais aussi de résilience. Ils n'ont jamais cessé de croire qu'un jour la vérité serait révélée, qu'un jour cet homme serait tenu responsable de ses actes. Ce jour est enfin arrivé. Torres est reconnu coupable de multiples meurtres et agressions, y compris ceux des petites Laura et Crystal. L'accumulation de preuves est accablante, et malgré ses tentatives de nier ou de manipuler l'enquête, il ne peut plus échapper à la réalité de ses actes. Les experts parlent de son comportement psychopathique, de sa capacité à vivre dans le mensonge et à manipuler ses victimes pour satisfaire ses fantasmes de domination. Les vidéos retrouvées dans son appartement, les témoignages, et surtout l'ADN, font de lui un monstre indiscutable aux yeux de la justice. La sentence tombe rapidement, Torres est condamné à la peine capitale. Les familles des victimes, bien que brisées par la perte de leurs proches, peuvent enfin commencer à se reconstruire, sachant que l'homme qui a semé la terreur dans leur ville et dans leur vie paiera pour ses crimes. Cependant, pour beaucoup, cette justice n'est pas totale. Le temps perdu, la souffrance des années d'incertitude et de deuil impossible ne seront jamais effacées par un simple verdict. L'héritage de cette affaire est multiple. La ville de Zéyon, qui a longtemps cru à la culpabilité d'un homme qui n'était que le bouc émissaire, se retrouve désormais face à un douloureux recalibrage de sa propre mémoire collective. Les victimes, des petites filles, sont désormais gravées dans l'histoire comme les premières de nombreuses cibles d'un tueur dont l'ampleur des crimes s'étendait bien plus loin qu'on n'aurait pu l'imaginer. Mais au-delà de la justice rendue, c'est la reconnaissance du mal qui a été fait, et de sa portée, qui transforme réellement la communauté. L'affaire Torres est une victoire amère, une victoire sur un criminel méthodique et brillant, mais aussi sur l'illusion de sécurité que beaucoup croyaient posséder. Elle laisse dans son sillage une ombre persistante,
Une question qui taraude encore l'esprit de ceux qui ont été témoins de l'histoire: combien d'autres torses sont cachés dans l'ombre, attendant de frapper à nouveau?